Dans la nuit des temps, voilà 150 millions d'années apparurent les premières plantes à fleurs. Avec elles, une partie des insectes se mit à convoiter leur nectar. De ces ancêtres sont issus entre autres les abeilles, guêpes, fourmis d'aujourd'hui, classées dans l'ordre des hyménoptères. Certaines branches d'hyménoptères se sociabilisèrent, fondant des colonies avec reines et ouvrières, comme nos abeilles domestiques produisant le miel, ou certaines familles de guêpes construisant leur fameux nid de papier mâché, ou bien encore ces incroyables sociétés de fourmis. Mais la très grande majorité des hyménoptères choisit l'indépendance, ne travaillant que pour elle-même, comme cette isodonte mexicaine dont je vous reparlerai plus tard. Laissez-moi vous conter les aventures de ces fascinants petits insectes, demeurés indépendants. C'est par une fin de mois de février ensoleillé, au Pays Basque, qu'au bord d'un chemin montagneux exposé au soleil, les plus précoces des abeilles volaient déjà dans une ronde continuelle. Avant de s'en aller mourir au dehors, à la fin du printemps dernier, les mères ont pris soin de bâtir chacune leur nid au milieu de leurs congénères, dans de grands ensembles pouvant compter près d'une centaine d'individus, chaque famille possédant son propre domicile. Pas de colocation chez la Colette. Pour l'heure, ce ne sont que les mâles de la Colette qui sont sortis et sortent encore des nids douillets. 6 à 8 frères et sœurs partagent ainsi le même nid depuis près de 10 mois. Les jeunes mâles déjà virils sont impatients. Ils inspectent avec frénésie le moindre trou d'où une belle pourrait sortir d'un moment à l'autre. Les femelles, se laissant désirer, ne sortiront qu'une dizaine de jours plus tard. Certains mâles découragés préfèrent même aller se reposer. Et puis, un beau jour, c'est au moment des accouplements que les chatons des sols marceaux émergent pour offrir aux colettes pollen et nectar. Sans plus attendre, la future mère se met en quête d'un endroit propice où creuser un trou près de ses congénères, qui sera le futur nid. Les mâles, le devoir accompli, se prélassent au soleil, profitant de quelques jours leur restant à vivre, tandis que les femelles, elles,
poursuivent inlassablement leur devoir de mère. Les pattes postérieures jaunies par le pollen amassé sera malaxées au nectar avalé puis digurgitées de leur jabot pour en faire une boule de pain qui servira de nourriture aux futures larves. Et c'est dans un va-et-vient incessant que les mères aménageront dans leur nid 6 à 8 cellules, pourvues chacune d'une boule de pain sur laquelle elles pondront un œuf. Mais la femelle du grand bombille a déjà repéré la bourgade des Colettes. Cette grosse mouche déguisée en bourdon, ses œufs gluants recouverts de sable au bout de son abdomen, cherche à les lâcher au-dessus d'une entrée de nid de Colette. Après éclosion, ces chers petits chérubins iront dévorer les larves de la pauvre Colette. Quoi qu'il advienne, une fois le nid pourvu de ses 6 à 8 œufs, la Colette s'en ira mourir au dehors. Mais pour l'heure, pendant que la Colette poursuit son devoir maternel, un peu plus loin, toujours sur les pentes de la Rune du Pays basque, une autre abeille solitaire se jeta sans l'ombre d'une hésitation sur le sol, au beau milieu de ce petit chemin, et se mit aussitôt à y creuser frénétiquement. Cette abeille femelle de la famille des andrènes se mettra à l'abri du pas du promeneur inattentif en un peu plus de 30 minutes sur un sol pourtant assez dur. Un peu plus tard dans la saison, au mois d'avril 2018, quelque part dans le massif vosgien. Il est des vies qui ne sont pas de tout repos. À l'image de cette abeille solitaire, une autre espèce de la famille des andrènes, poursuivie par la malchance. Mais qu'a-t-elle à tant se démener ? Les pattes postérieures remplies de pollen, c'est sûr, le nid est déjà creusé. En fait, elle cherche l'entrée de son nid. Un promeneur aura sans doute marché dessus. Et dire qu'elle avait pris soin de creuser son nid au bord du chemin.
Et puis la malchance la poursuivant, dans son affolement, elle se transperce l'aile avec un brin d'herbe. Mais elle ne se décourage pas. Une fois libérée, la vaillante reprendra ses recherches de plus belle. Oui, mais voilà, la malchance continue. Cette fois-ci, c'est une abeille coucou qui s'approche, déguisée en guêpe, culottée au possible, mais prudente. Fécondée au moment propice, cette squatteuse arrive pile à l'heure pour repérer le nid de la pauvre Andrène, avec l'intention de s'y introduire et d'y pondre à son tour. Ces adorables larves naîtraient alors plutôt que celles de la malheureuse mère Andrène, pour y tuer ses œufs puis se régaler des provisions accumulées. Mais tel est pris qu'il croyait prendre. L'Andrène elle-même ne trouvant plus l'entrée de son nid, l'abeille voleuse de nid ne la trouve pas plus. De guerre lasse, au bout d'une bonne heure, les recherches sembleront abandonnées. Notre Andrène construira-t-elle un peu plus loin un autre nid ? Ces abeilles solitaires, outre le danger de perdre leur progéniture à cause de ces indésirables voleuses de nids, courent elles-mêmes le risque de se faire tuer lors de la quête de nourriture, ne pouvant ainsi perpétuer l'espèce. Est-ce pour cela que certains hyménoptères, au fil des millénaires, préférèrent créer une forme de société, et ce, bien avant l'être humain? En fait, le stade de socialisation le plus élevé, appelé eusocialité, regroupe 3 critères. La coopération des soins apportés aux jeunes, le chevauchement d'au moins 2 générations, les descendants pouvant assister les parents, ce qui est bien le cas chez les fourmis et les abeilles eusociales, aux colonies pérennes, et la division du travail par spécialisation, avec une génitrice bien à l'abri du danger, et des ouvrières d'abord nurses, devenant avec l'âge soit fourrageuses chez les fourmis, soit butineuses chez les abeilles, affrontant seules au dehors tous les dangers de la prédation. Il existe cependant des colonies d'hyménoptères sociaux à fondation annuelle, comme cette reine guêpe du genre Poliste qui construit elle-même le nid avec de la fibre de bois mâché, pond, puis nourrit un peu plus tard ses chères petites larves affamées d'insectes soigneusement malaxés, avant que ces dernières ne se cloisonnent pour se nymphoser et n'en ressortir qu'ouvrières, la reine n'ayant plus alors qu'à s'occuper de pondre. Jusqu'à ce qu'à l'automne le nid soit abandonné. Seules des femelles fécondées se seront cachées dans quelque abri au dehors pour fonder au printemps suivant une nouvelle colonie.
À mi-chemin entre le mode de vie de la Colette des Sablières et celui de l'Apis mellifera de nos ruches, voici la très fascinante halicte de la scabieuse observée dans la forêt de Rambouillet. Ce sont une trentaine d'abeilles femelles qui, ayant passé tout l'hiver sous quelque abri au dehors, se sont réunies au début du printemps pour fonder une bourgade, y pondre, n'engendrant alors, chose remarquable, que des filles. Et ce sont ces mêmes filles, en ce début juillet, sans même avoir été fécondées, qui récoltent déjà pollen et nectar pour la future génération qu'elles engendreront. Car l'halicte de la scabieuse, à la différence de la plupart des autres abeilles solitaires, compte 2 générations par an. Mais où est donc la mère fondatrice, à présent ? Trop âgée pour procréer à nouveau, elle ne quitte plus le domicile. Malgré son visage tout défraîchi mais toujours aux aguets, la mère est devenue gardienne. Égard à qui voudrait pénétrer la demeure, hormis ses propres filles. Cette jeune écervelée qui se trompe de porte sera malgré tout gentiment repoussée. Une forme de socialisation s'est installée parmi les halictes. À la différence de nombreuses espèces solitaires, les sœurs partagent avec leur mère le même domicile d'où elles sont nées. Chacune cependant possède à l'intérieur de la maisonnée son propre appartement, s'occupant seule de ses pontes et des approvisionnements. Du moins pour l'instant et à Rambouillet. Car nombre de facteurs comme le climat peuvent induire une réversion brutale des comportements sociaux, ou au contraire une évolution. Et c'est au début du mois d'août que la 2e génération d'halictes est apparue, cette fois-ci avec mâles et femelles. Si reconnaissable à son abdomen plus long et plus fin que celui de la femelle, et ses plus longues antennes recourbées vers l'arrière, voici le mâle. Et voici la femelle, son abdomen plus ovale et ses pattes postérieures plus poilues, servant à récolter le pollen. Avec la 2e génération née dans l'année, aïeuls et mères semblent avoir quitté la bourgade. Est-ce pour cela que la redoutable mère Cercéris, chasseuse d'abeilles, qu'elle paralysera pour les offrir vivantes à ses chères petites larves carnivores, rôde parmi la bourgade ? Malgré tout, la vie continue. Les mâles, dont le temps est compté, ne pensent qu'à s'accoupler. Celui-ci, après plusieurs assauts infructueux,
et serra la douceur. Les jeunes femelles, elles, se restaurent goulûment en vue du long hiver qu'elles passeront sous quelque abri au dehors, pour, le mois d'avril venu, se regrouper et fonder ensemble une nouvelle bourgade, y pondre et devenir un jour gardiennes à leur tour. Pendant que les halictes se restaurent sur les circes et les centaurégacées, les seules fleurs pas encore grillées par le soleil en cette mi-août, un peu plus loin, sur le même fossé, une autre future mère s'active. Cette drôle de créature totalement solitaire vient de capturer une chenille. Elle lui assène de son dard des coups de poignard d'une précision diabolique. L'amophile ne frappe pas au hasard. Elle vise un à un les 12 noyaux nerveux de la chenille pour la paralyser définitivement. C'est que cette chenille, destinée au repas d'une seule future larve, sera mangée vivante, incapable de bouger. En route vers le nid déjà creusé au sol, prêt à recevoir la chenille et l'unique œuf que cette mère pondra dessus. Elle a remonté le fossé, couru dans le sous-bois, s'est perchée de temps à autre sur une tige basse pour reprendre haleine, est repartie, cherchant un peu affolé le nid creusé un peu avant qu'elle ne trouvait plus. Après une bonne trentaine de mètres parcourus, je l'ai abandonnée à ses recherches. Un peu plus loin, cet autre amophile des sables, après avoir pondu sur cette pauvre chenille verte, refermera le nid, opération qu'elle renouvellera plusieurs fois, comme tout amophile des sables, un nid, une chenille, un œuf. Repartons sur les hauteurs du Pays Basque pour admirer cette autre mer fouisseuse, de la même famille que l'amophile, l'isodonte mexicaine. C'est dans une cavité de cet arbre mort, sous les grosses chaleurs de ce mois de septembre, qu'elle a décidé d'y établir son nid.
disons plutôt d'y déménager manu militari tout l'intérieur d'un nid d'une autre mère isodonte, pour y installer le sien. Elle fait le grand ménage. Elle enlève tour à tour cloisons, proies paralysées, surtout grillons ou criquets, œufs, cloisons, proies, et ainsi de suite. Malgré tout, la squatteuse trouvera le courage d'aménager son propre nid. Une proie paralysée, un œuf, une cloison, une proie, un œuf. La plupart des abeilles solitaires sont terricoles, nidifiant dans le sol, comme cette abeille de la famille des halictes, si reconnaissable à la fente située au bout de son abdomen. D'autres, à l'instar des isodontes, utilisent des cavités naturelles pour nidifier. Telle cette abeille de la famille des mégachilles, si reconnaissable à la brosse de poils située sur la face ventrale de son abdomen, lui servant à récolter le pollen. Et c'est en enroulant des morceaux de feuilles coupées dans le voisinage qu'elle confectionne les berceaux en forme de tonnelets, dans chacun desquels elle déposera un œuf et de la nourriture, avant de refermer définitivement le nid et de disparaître. Apis mellifera, l'abeille domestique de nos ruches, reconnaissable ici à sa brosse servant à récolter le pollen, n'est qu'une espèce parmi plus de 900 autres espèces d'abeilles, plus ou moins solitaires en France. Grâce à sa grande variété d'espèces, chacune ayant souvent une préférence florale, les abeilles solitaires sont souvent, comparativement aux abeilles domestiques, les plus efficaces et parfois même les seules pollinisatrices de certaines plantes à fleurs. Car les abeilles domestiques de nos ruches, ici reconnaissables aux boules de pollen accrochées aux pattes, soucieuses de l'efficacité de leur récolte, négligent volontairement certaines fleurs, comme celles du trèfle rouge, de la luzerne ou de la tomate. L'automne approche à grands pas. La plupart des futures générations d'abeilles et de guêpes solitaires sont bien à l'abri. Par contre, seules des adultes femelles de l'halicte de la scabieuse passeront l'hiver sous quelque endroit au dehors. Et puis, comme toujours, des mères coucous attendront sagement que les nids d'abeilles solitaires soient bien approvisionnés pour s'y faufiler et y pondre. Ainsi va la vie pour nos fascinants petits hyménoptères.